mes amis, mon nom est professeur Yves Tremblay. Je suis professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval de la Ville de Québec. Aujourd'hui, dans le cadre de nos activités et conférences d'actualité, nous avons l'opportunité et l'heureuse chance de accueillir la professeure Issane Hamouchi du Maroc. Merci beaucoup. Donc, on va essayer de voir, comme on l'a pensé au sein du GRISOF, les grandes lignes de la méthodologie de recherche des revues systématiques de la littérature, particulièrement dans le domaine des sciences de la santé, mais c'est aussi applicable dans les autres domaines. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une revue de systématique de la littérature, pourquoi est-ce qu'on va la publier, pour qui elle est adressée, quand est-ce qu'on doit la faire et comment on doit la faire. Donc, qu'est-ce que c'est que la revue systématique? La revue systématique, selon la définition de Cochrane Collaboration, est une revue qui porte sur une question clairement définie. Donc, il faut qu'on ait à la base une question de recherche clairement définie pour mener une revue systématique. Premier point méthodologique. Deuxièmement, elle utilise une méthode systématique et explicite. Donc, il faut qu'on détaille et qu'on puisse suivre à partir de votre article quelle est la méthode que vous avez utilisée dans le cadre de cette revue systématique. Et le but est d'identifier d'abord, de sélectionner ensuite, d'évaluer à la fin, d'une façon critique, les études pertinentes qui se rapportent à votre question de recherche. Et après ces premières étapes, nous allons collecter, analyser les données à partir des études qui ont été incluses dans cette revue. Alors, il y a plusieurs types de revues. Nous pouvons avoir des revues systématiques qualitatives ou des revues systématiques de la littérature quantitative, associées ou pas à des méta-analyses. Et dans le cadre de ces revues, nous pouvons colléger des essais cliniques, des études observationnelles ou des cas cliniques. Et nous pouvons également faire une revue systématique. Des revues systématiques, c'est ce qu'on appelle la méta-analyse en réseau ou l'Umbrella Systematic Review. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une revue systématique de la littérature et non pas juste une revue narrative qui est beaucoup plus simple à mener? C'est parce que la revue systématique, elle va résumer les preuves d'une manière actualisée et fiable, qu'elle est objective, qu'elle utilise une méthode exhaustive et qu'au bout du compte, si nous avons suffisamment de données de qualité, nous pouvons faire ce qu'on appelle la méta-analyse. Maintenant, pour qui? Qui c'est qui est intéressé par les méta-analyses? Ben, beaucoup de personnes et beaucoup de catégories. D'abord, les praticiens, parce que ça résume les preuves de manière actualisée et fiable, et ça les aide dans leur prise en charge diagnostique au quotidien. Ensuite, les différents décideurs, ça leur permet de juger des preuves et d'avoir des attitudes et des pratiques dans le domaine de la santé basées sur les preuves. Les patients et leur entourage, parce qu'il peut avoir un résumé des conclusions, et on l'a vu pendant le Covid, tout le monde se mettait à lire les revues systématiques, à nous donner son avis sur telle ou telle chose. Et enfin, ça procure une base de départ pour l'établissement des recommandations de pratiques cliniques. Et en termes d'évidence, les revues systématiques et les méta-analyses sont au sommet de ce qu'on appelle la pyramide de l'évidence, au-dessus des essais contrôlés randomisés, des études de cohorte, études cas témoins, séries de cas. Et donc, dans la hiérarchie des faits scientifiques, c'est ce qu'il y a au sommet du pic de la montagne. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un type d'étude. La qualité de la publication dépend du niveau de preuve et de la qualité des articles qu'on met dedans. Donc, si on résume ce que c'est qu'une revue systématique de la littérature, c'est une synthèse des différentes données sur une thématique à partir des données de la littérature. Si les articles qui existent dans la littérature et dont je veux faire la synthèse sont de mauvaise qualité, ma synthèse sera de mauvaise qualité en termes de conclusion, même si j'utilise la meilleure méthode possible, parce que les ingrédients de base ne sont pas fiables. Ensuite, donc on va voir maintenant quand. Alors d'abord, quand vous avez une idée concernant une revue systématique, il faut vérifier est-ce qu'elle existe ou pas. Si elle existe déjà, ça sert à rien de se lancer dans tout un processus de faire la revue systématique. C'est déjà, elle est publiée ou en cours de publication. Et où est-ce qu'on va trouver cette information? On va la retrouver sur le site Prospero. Donc, je vous encourage pour tout ce qui est revue systématique en santé, de aller rechercher sur Prospero pour vérifier est-ce qu'elle existe ou pas. Si elle n'existe pas, très bien, on la fait. Et si elle existe, est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée à la mettre à la mettre à jour? Est-ce qu'on garde quelque chose si on la met à jour? Si je fais rentrer, par exemple, ostéoporose et glucocorticoïdes dans Prospero, on nous donne, donc c'est daté d'hier, l'ensemble des revues systématiques de la littérature qui sont en cours et qui ne sont pas encore publiées. Si je veux, moi, m'intéresser au rôle de l'exercice physique sur la perte osseuse des patients qui sont sous corticoïdes,
il y a une revue systématique qui est en cours, donc il ne sert à rien que je me lance dans une nouvelle. Et donc là, vous voyez apparaître la revue systématique qu'on a publiée avec la Ligue africaine de rhumatologie sur la prévalence de l'ostéoporose cortisonique en Afrique. Et ça sera l'exemple qui sera le fil conducteur par rapport à la méthodologie à suivre. Plus comment la méthodologie, on se réfère à la grille de rédaction Prisma qui regroupe les différents items à rédiger. Et je vous conseille vivement de la consulter dès le départ. On va voir les différents items qu'elle comprend. Et globalement, la revue systématique, elle suit une présentation IMRAD avec l'introduction, où on va présenter le problème et annoncer les éléments spécifiques de notre revue ainsi que son objectif. La méthodologie qu'on a suivie dans cette revue systématique. Ensuite, les résultats avec l'analyse descriptive des études et la discussion de ces résultats, et on finit par le paragraphe limite, comme ce qu'on fait pour un article original standard. Oui, voilà un résumé de la grille Prisma. Vous voyez qu'on vous dit, on vous donne les éléments de rédaction qui doivent figurer dans votre revue systématique. Le titre, au sein du titre, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit préciser si l'article est une revue systématique, une méta-analyse ou les deux. Ça veut dire que dans le nom de votre revue, il faut mettre d'emblée, par exemple, prévalence de l'ostéoporose cortisonique en Afrique, revue systématique ou revue systématique et méta-analyse. C'est un critère de qualité de la rédaction scientifique de votre revue. Si on passe au résumé, le résumé doit présenter euh, de façon structurée le contexte, les objectifs, la source des données, les critères d'éligibilité, les participants, la méthode des synthèses, les principaux résultats, les limitations et les conclusions. Et vous voyez que le reviewer va vérifier qu'il existe au moins une ligne pour chacun de ces critères. Et si vous remarquez la dernière colonne qui est vide sur cette checklist, les reviewers vous demandent de nous donner la page où figurent ces éléments-là. Donc, il faut vraiment que chacune de ces données soit reportée dans votre revue systématique. Moi, comme je vous le dis, je vous encourage à la lire avant de commencer, à la suivre pendant la rédaction et à la renseigner au fur et à mesure. Et s'il y a un élément qui manque parce qu'il n'est pas applicable, vous pouvez le laisser vide, mais il faut le signaler. Et c'est un gage de qualité et de rigueur en termes de méthodologie. Là, on arrive aux différents items qui intéressent les résultats. Et donc là, pareil, il faut d'abord, vous voyez, discuter la sélection des études, les caractéristiques des études, le risque des biais, le résultat des études individuelles, la synthèse des résultats. Et c'est un très bon exercice, je répète encore, à faire depuis le début, au moment de la rédaction de votre protocole pour la revue systématique, jusqu'à la publication de l'article finalisé. Donc là, on va commencer en pratique par l'exemple qu'on a vu qui est l'ostéoporose cortisonique. D'abord, on a vu que la première étape était de formuler la question de recherche. Donc, dans ce cas précis, il faut définir votre question sous format PICO. Quels sont mes patients? Quelle est l'intervention, l'indicateur ou l'indice que je veux évaluer? Est-ce que j'ai un comparateur ou pas? Quel est mon critère de jugement principal ou l'outcome? Et quel est le type d'étude? Notre exemple était, on a vu comme titre, ostéoporose cortico-induite en Afrique, revue systématique de la littérature. Oui. Donc, pour ce cas-là, tous les patients, je vous ai extrait ces données du protocole qu'on a soumis sur Prospero. Donc, et j'ouvre la parenthèse, le fait de rédiger votre protocole sur Prospero vous permet d'avancer déjà dans la rédaction de votre article, parce que vous aurez déjà rédigé toute la partie méthodologie avant même de commencer votre revue. Donc, les patients, les patients qui ont été inclus dans les études sous corticoïdes en rhumatologie en Afrique. L'intervention, c'est la corticothérapie. Il faut que les patients aient été exposés aux corticoïdes. Le comparateur n'est pas obligatoire dans notre revue. Qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer la prévalence, l'incidence cumulative, l'incidence de l'ostéoporose et des fractures ostéoporotiques chez les patients africains. Et qu'est-ce qu'on a inclus dans nos études? Toutes les études observationnelles, qu'elles soient transversales, de cohorte, descriptives, et les revues systématiques, mais elles n'existaient pas. Une fois qu'on a défini notre PICO, il faut commencer à rechercher. Où est-ce qu'on va rechercher ces informations? Sur les différentes bases de données. On nous dit que globalement, sur le plan méthodologique, il faudrait avoir 3 ou 4 bases pour être efficient. Parce que certains articles vont être visibles, bien que indexés sur Scopus, mais ne seront pas visibles sur Web of Science, mais ne seront pas visibles sur PubMed. Il y a un grand nombre qui est commun aux 3 bases de données, mais certains ne le sont pas. Et dans notre cadre-là, on a rajouté Google Scholar parce que bien qu'il fasse pléthore de ressources, ça nous permet d'être plus exhaustif, sachant que
le nombre de publications sur la population africaine est faible. Et dans notre contexte africain, nous avons aussi eu recours à l'African Index Medicus, qui est une base de données qui collecte l'ensemble des données publiées en Afrique avec des revues relues par des pairs, même si elles ne sont pas indexées PubMed ou Scopus. Donc, encore une fois, adaptez-vous à votre question de recherche. Et donc, notre question, oui, diapo suivante, était, on va l'écrire sous forme de mots-clés avec les opérateurs booléens, comme ce qu'on écrirait pour une recherche classique dans n'importe quel article original. Donc, je vous donne l'exemple ici de toujours la même chose. Ma question était, quelle est la prévalence et l'incidence de l'ostéoporose cortico-induite et des fractures ostéoporotiques en Afrique? Donc, il me fallait des items qui m'envoient vers l'ostéoporose. L'ostéoporose étant une maladie silencieuse, elle est visible en cas de fracture. Donc, j'ai inclus toutes les fractures ostéoporotiques, fracture de hanche, fracture vertébrale, fracture ostéoporotique telle que, fracture dite traumatisme, non trauma fracture, fracture de fragilité. J'ai aussi inclus la densité minérale osseuse parce que certains nous parlent d'ostéoporose sur les résultats de densité minérale osseuse sans avoir recours aux symptômes et le terme ostéoporosis et ostéopénie. Ensuite, par rapport à l'intervention, donc les corticoïdes, nous avons mis l'ensemble des synonymes. Stéroïdes, corticostéroïdes, glucostéroïdes, glucocorticostéroïdes induits par ostéoporose. Et là, sur PubMed, vous pouvez d'emblée, dans l'arborescence et sur Scopus aussi, vous cliquez sur le terme et ça vous donne, sur Embase, pardon, pas sur Scopus, l'ensemble des synonymes qui sont rattachés à votre radical, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps. Parce qu'en général, pour formuler une équation de recherche dans le cadre d'une revue systématique, ça peut vous prendre entre 3 semaines et 3 mois, juste pour être sûr de n'avoir oublié aucun terme. Dans notre cas là, mais j'y reviendrai, on a dû refaire l'étude au bout d'un mois et demi parce avait oublié un mot. Donc, je passe à ce qu'on va mesurer, c'est l'épidémiologie, prévalence, incidence au bordel. Et enfin, les différents, comme on est en Afrique, on a inclus l'ensemble des pays africains, la liste de l'ensemble des pays pour qu'à chaque fois qu'il y ait une étude qui se rattache à un pays, elle soit visible. Sauf que ce qu'on avait oublié, c'est d'inclure le terme africain en tant que tel, ce qui nous avait fait passer à côté de certains articles, et donc on a dû le reprendre par la suite. Donc vraiment, il faudrait que ça soit une discussion collégiale entre le porteur du projet, vous en tant que chercheur, l'expert du domaine, parce que c'est un des experts qui nous a dit oui, mais l'article de X dans le pays en Sud-Afrique, il n'est pas présent. Donc ça veut dire que vous avez mal indexé. Donc, il faut que l'équipe soit collégiale dans la réflexion autour de la question de la recherche. Et dans l'article, en fait, elle figure comme ça. C'est le premier tableau et ça résume l'ensemble des termes qu'on a utilisés pour rechercher nos études. Maintenant qu'on les a trouvés, il faut qu'on sélectionne les informations. Donc, on va définir les critères de sélection, d'inclusion des études, oui. Donc, il faudrait qu'on soit d'accord. Il faudrait qu'on résume l'ensemble des données qu'on a trouvées en termes de critères d'inclusion, d'exclusion, le critère de jugement. Qu'est-ce qu'ils ont mesuré, eux, pour évaluer cette ostéoporose? Parce qu'il y a différents outils. Quel est le type d'études qu'ils ont eu? Et on le fait dans un tableau global. Donc, la première figure qui doit être présente dans toutes les revues systématiques, c'est ce qu'on appelle le flowchart. Et en fait, c'est la distribution ou la cascade des étapes que vous avez faites dans la sélection de vos études. On a une première phase, la phase qui est d'identification des articles. Une fois qu'on les a identifiés, là, on en avait presque 4000 et quelques. On va lire les abstracts et on va faire le screening à partir des abstracts. Il faut être deux à faire ça à chaque fois. On va voir ceux qui parlent du sujet, ceux qui sont à côté, ceux qui sont en double. Et on va ne garder que ceux qui répondent à nos critères d'inclusion. Et une fois qu'on aura fait cette dernière phase, on va arriver à la lecture de l'article global, donc du full text. La première phase de sélection se fait juste sur les abstracts uniquement. Et on résume au fur et à mesure nos études sous forme d'un tableau Excel avec l'auteur, le type de l'étude, la population, est-ce qu'elle est hospitalière ou est-ce qu'elle est basée en ville? Parce qu'on pense bien qu'en termes de biais méthodologiques, si je recueille mes données sur des patients qui sont à l'hôpital, ils seront probablement plus graves que si c'est des patients qui sont en ville. Le nombre de participants, le nombre de contrôles s'il y a le cas, le nombre de personnes qui sont sous corticothérapie, le pays d'origine de l'étude et la région, parce qu'on voulait comparer les différentes régions d'Afrique en termes de prévalence d'ostéoporose. Et donc, dans le manuscrit, ça donne un tableau où on va résumer les principales caractéristiques. Et vous voyez que c'est un tableau qui résume les caractéristiques telles que certains articles vont parler d'une donnée et pas d'autres. On va la laisser vide. Certains articles vont avoir par exemple, en termes d'âge, ils vont nous les donner en moyenne et écart type. D'autres vont avoir l'âge pour les hommes, l'âge pour les femmes. On ne va recueillir que les données qui existent.
parce que c'est justement l'une des limites des revues systématiques. Il y en a, certains nous ont donné la dose cumulée reçue de corticothérapie, d'autres ne nous l'a pas donnée. On a laissé la case vide. Et c'est le principe même de la revue systématique, c'est de mettre en exergue l'ensemble des articles qui parlent de la thématique et de les comparer, enfin d'abord les décrire et ensuite de les comparer s'il y a lieu. Alors, on comprend bien que la revue systématique, à ce stade-là, quand vous avez sélectionné vos articles et que vous les avez résumés sous forme d'un tableau global, vous avez fini votre revue systématique en gros. Sauf que ce qui se passe, c'est que pour que je puisse faire une synthèse statistique des résultats et me donner une prévalence globale entre l'ensemble des articles, il faudrait que je juge la qualité des articles utilisés. Parce que c'est à partir de là, on va voir est-ce qu'on peut ou pas aller à l'étape d'après qui est la méta-analyse. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour chaque type d'étude, on a une grille qui nous permet de dire, dans notre revue systématique, nous avons vu, in fine, après l'étape de sélection, d'extraction, on a gardé 12 articles. On va voir article par article, est-ce qu'il a été bien mené? Est-ce que la méthodologie est respectée? Est-ce qu'il n'y a pas de biais dans la sélection de la population ou dans la collecte d'informations? Pour juger de la qualité de cette étude. Si les études sont de bonne qualité, à ce moment-là, on peut passer à l'étape d'après qui est la synthèse statistique. Si nos articles sont de mauvaise qualité, ça sert à rien de faire une synthèse de quelque chose qui est de mauvaise qualité. Et quand je dis qualité, ça peut être qualité méthodologique. Ça ne veut pas dire que c'est des études qui sont fausses. Non, ça veut dire que c'est des études qui sont méthodologiquement faibles. Et donc, le fait de les additionner ou d'essayer d'avoir une vision globale à partir de ces articles-là n'est pas pertinent. Et donc, cette étape-là également doit être faite par deux personnes, l'évaluation méthodologique de la qualité des études incluse. Et à ce moment-là, je vous donne l'exemple d'une des revues, des articles qu'on a utilisés. On met quelle est la personne qui l'a lu, la date, quel est le nom de l'auteur, et on répond aux critères de la grille. Et une fois qu'on a répondu aux critères, on va dire est-ce qu'on l'inclut, est-ce qu'on l'exclut, est-ce qu'on a besoin d'un autre avis pour chaque article retenu à la fin de notre revue systématique. Et ça sera résumé sur un tableau qui est fondamental dans la revue systématique, qui est l'évaluation de la qualité. On va voir sur l'ensemble des articles combien ont été inclus dans votre méta-analyse. Dans notre cas, on en avait éliminé une parce que la population ne correspondait pas à notre population d'études. Donc, si je résume les différentes étapes pour mener une revue systématique de la littérature, on commence par la formulation de la question de recherche. On part toujours de notre hypothèse. À quelle question je veux répondre? Quelle est la problématique qui est posée? Quel est le sujet pour lequel je voudrais avoir une idée plus complète? Cette formulation doit se faire sous la base d'une question PICO. Une fois que j'ai écrit ma question, je vais essayer de la traduire en équation. Donc, la population, l'intervention, et en essayant de faire attention à avoir les différents synonymes disponibles pour tous les critères, pour être le plus complet possible et exhaustif. Une fois que j'ai formulé cette question, va commencer l'étape de recherche et sélection des informations. Et c'est l'une des étapes qui prend le plus de temps, parce qu'il faut lire. Actuellement, il y a des logiciels qui facilitent, mais qui ne remplacent pas totalement la lecture personnelle. Ensuite, on va passer à la phase d'extraction des données. Extraction des données, ça veut dire qu'on va résumer les données sous forme d'un tableau Excel. On va mettre, comme ce qu'on a vu, le nom de l'auteur, l'année, quelle est la population, quelles sont les principales caractéristiques qu'on aura définies à la base. Les caractéristiques que je vais recueillir dans la phase d'extraction correspondront à la formulation de ma question. C'est les éléments qui m'intéressent et que je trouve moins pertinents. Et enfin, on va évaluer la qualité de nos études sur le plan des risques de biais pour voir est-ce qu'ils sont valables ou pas. Une fois qu'on a fait ça, on a fini notre revue systématique de la littérature. Alors, il existe une étape supplémentaire qu'on pourrait rajouter, c'est la méta-analyse. Ça veut dire que si on trouve qu'il y a suffisamment d'articles de qualité, on va pas juste faire la somme et diviser par le nombre. C'est pas une moyenne. Mais on va, par des méthodes statistiques, combiner, faire un résultat poolé de l'ensemble de ce qui existe. Revue systématique et méta-analyse, on a quatre étapes fondamentales dans la revue systématique. La formulation de la question de recherche. Ensuite, la recherche et sélection des informations. Ensuite, l'extraction des données. Et enfin, l'évaluation de la qualité des études. Ces quatre étapes-là, selon le sujet, peut prendre entre 4 mois, 2 ans. Ça dépend de la quantité de données que vous avez à analyser. Donc, c'est un travail qui est long, qui est fastidieux, mais si ça répond à une question de recherche bien posée, c'est comme on l'a vu, le sommet du pic de la pyramide de l'évidence. Et je pense personnellement que chaque chercheur devrait au moins faire
revue systématique de la littérature dans son domaine de prédilection, parce qu'au moment où il l'a fait, il est le plus au courant de ce qui se passe sur le sujet pendant la période de sa revue. Et à la fin, on peut ou pas compléter par une méta-analyse. Mais gardez en tête que ce n'est pas un élément fondamental. Et c'est pas ce qui va faire la qualité de votre revue systématique. Vous pouvez avoir des revues systématiques de qualité publiées dans des revues à impact factor, sans pour autant qu'il y ait de revues systématiques. Et comme on peut voir des revues systématiques, sans pour autant qu'il y ait des méta-analyses, pardon. Comme on peut avoir des revues avec méta-analyse, mais in fine, la qualité des études est tellement faible que les résultats de cette méta-analyse n'est pas pertinent. Parce qu'on voit beaucoup de chercheurs qui sont découragés parce qu'ils disent, ah, je peux pas faire de méta-analyse ou le logiciel ou j'ai pas les données, etc. Mais si vous faites que la première étape, formulation de la question, recherche et sélection, extraction des données, évaluation de la qualité des études et de les résumer sous forme de revue systématique de la littérature, c'est déjà excellent. Je finis par quelques ressources avant de laisser place aux questions. Donc, voici quelques ressources si vous voulez. Et puis, vous pouvez toujours avoir recours à la plateforme Epirum, aussi bien en ligne que sur la chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui reprend l'ensemble des éléments sur de ce qu'on a vu. Donc, les principaux éléments de cette présentation. Et donc, je finis par remercier professeur Amel Bouzienne du laboratoire de biostatistique, recherche clinique et épidémiologique de la faculté de médecine de pharmacie de Rabat qui m'a aidé dans la réalisation de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez mon mail à la fin, le lien Epirum sur les réseaux avec l'équipe. Mais est-ce que vous avez des questions? Vous avez mon mail à la fin, le lien Epirum sur les réseaux avec l'équipe. Mais je serais contente de répondre à quelques questions. J'ai encore 10 minutes. Issam, tout d'abord, votre présentation était excellente, très claire. Euh, une revue systématique, enfin dans mon esprit en tout cas, vous connaissez mieux les choses que moi, mais dans mon esprit, une revue systématique, c'est répondre à une question très précise. Oui, tout à fait. Contrairement à une revue de la littérature sur l'ostéoporose, je ne sais quoi. C'est répondre à une question très précise. Et vous avez pris comme exemple glucocorticoïdes et ostéoporose. Et vous nous avez dit, En- oui, si je me trompe, vous êtes parti de 4000 articles. c'est que oui. Je- bon, alors je me demande, alors après vous avez dit, bon, ostéoporose, glucocorticoïdes en Afrique, c'est probablement beaucoup moins, je n'ai pas retenu le chiffre, Non, non, c'est mais 4000 et on a retenu 12 à la fin. voilà. Alors, vous en avez retenu 12. Voilà. Alors, le problème, c'est quand on part effectivement de 4000 articles, ce qui est énorme. Alors, vous avez dit que ça prenait 2 ou 3 ans, ce que je comprends parfaitement, d'autant plus que dans ces 4000 articles, il y a probablement des articles redondants, c'est-à-dire des populations qui sont dans un article, qui sont reprises dans un autre, etc. Et on risque d'additionner des patients, Monsieur Dupont, Monsieur Durand, qui figurent dans 3 papiers successifs. Euh, donc, vous avez choisi, finalement, vous avez 12 publications, 12 articles à la fin. En C'est bien fait, ça? alors la revue systématique, comme on l'a vu dans la définition, elle répond à une définition qui est claire. Oui, Et la principale différence avec la revue narrative, c'est qu'on veut être exhaustif. oui, Ça veut dire qu'on veut rechercher l'ensemble des publications qui ont oui, porté sur le sujet, toutes les publications. Et on peut oui, même avoir recours aux publications dites grises. Ça veut dire parfois on a des travaux de thèse dans les facultés de médecine ou on a des rapports qui ne sont pas publiés. Là aussi, on va contacter des auteurs. Et le travail de la revue systématique, c'est de faire la synthèse de toutes les publications disponibles. Parce que quand on fait une revue narrative, je peux en sélectionner une dizaine et donner mon opinion sur la dizaine pour que ça conforte ce que je veux dire. Or, non. La revue systématique, son objectif, c'est de faire la synthèse de tout ce qui existe et à partir de ce qui existe, d'apporter les conclusions. Nous, nos conclusions, dans notre cas présentement, étaient qu'il fallait faire des études de meilleure qualité sur des plus grandes cohortes, qu'on n'avait aucune donnée en Afrique centrale. Et donc, il fallait encourager les rhumatologues dans cette région-là pour faire des études sur le sujet. La majorité des études sont concentrées en Afrique du Nord et en Afrique donc, du Sud. Et donc, voilà. Et le travail, c'est cela. C'est à partir des 4000 articles, lire d'abord les abstracts et à partir des abstracts, garder ceux qui correspondent au sujet précisément. Et à partir de ceux qui correspondent au sujet, faire une synthèse et une extraction des données.
C'est la revue systématique de la littérature. Oui, Et oui, elle est systématique parce que son processus est systématisé. la seule chose qui m'ennuie dans ce que vous dites, je n'ai pas d'opposition à ça, la seule chose qui m'ennuie, c'est le temps nécessaire, parce que vous partez de C'est 4000 pour ça articles. que c'est le sommet du pic de l'évidence. Et alors, Ouais, les gens qui nous disent, oui, vous, en recherche clinique, vous remplissez des questionnaires et vous publiez en 3 mois, c'est faux. La revue systématique peut prendre, moi je vous dis, en moyenne, ça prend 1 an, 1 an et demi, 2 ans. C'est la ouais, première étape d'un ouais. doctorat, d'un PhD. Et ça, il n'a jamais été dit que c'était facile. C'est pour ça que ça a le plus haut niveau de preuve et c'est pour ça qu'elle est le côté à la plus grande, beaucoup plus qu'une étude observationnelle, descriptive, cas témoin au corps. Parce qu'elle demande énormément d'efforts et de rigueur méthodologique. C'est ce que c'est ce que j'aimais entendre de votre part. Alors, une autre question. Vous avez parlé de logiciel de lecture. Vous pouvez nous en dire plus? Je ne sais pas ce que ces logiciels. Alors, on a vu ces derniers temps, en même temps que ChatGPT et autres, des logiciels qui nous proposent de lire pour nous la littérature et de sélectionner pour nous les articles pertinents. Or, le danger ici, ça peut être un débriefing, mais si on n'utilise que ces logiciels-là, ils répondent à un algorithme préétabli à l'avance. Et si les mots-clés ne correspondent pas à ce qu'on cherche également et qui ne correspondent pas effectivement à nos liens, à ce moment-là, on risque de passer à côté des données. Donc, ça peut être un outil qui facilite, mais ça ne pourra pas remplacer clairement le travail manuel à cette Bien sûr. étape-là. Quels sont les noms de ces logiciels de lecture? Vous en avez un ou deux que vous Là, il utilisez? faut faire, ça c'est le sujet d'un autre webinaire l'année prochaine. D'accord. Parce qu'il ne s'agit pas juste de faire le nom, mais il faut voir comment le travailler, comment réfléchir. C'est qu'un outil. Moi, ce C'est que je plus C'est voulais rien. rajouter à propos de ces logiciels-là que je connais pas du tout, il faut pas oublier que ce sont des logiciels qui fonctionnent à partir d'algorithmes, hein. Donc, Exact. à ils ne partir de... pensent pas, ils ne créent pas et ils sont pas innovateurs. Ils ne prennent que la donnée ou que les données à partir de Mhm. mots-clés disponibles. Exact. Ils ne font que ça. Absolument. Donc, ils remplaceront jamais votre tête et votre esprit. Ça, c'est clair Mhm. et précis. Alors, on me demande quelle est la principale difficulté. Alors, pour moi, clairement, ça a été l'équation de recherche. Pour être sûr, qu'est-ce que je veux mesurer? Quand je dis, pour vous dire, ostéoporose, on a pensé à ostéoporose comme diagnostic, mais il y a plein d'articles qui traitent l'ostéoporose sans citer ce diagnostic. Ils parlent de fracture vertébrale. Et d'autres ne parlent pas de fracture vertébrale, mais ils parlent de l'outil qui leur ont permis de faire cette diagnostic. Donc, c'est la densité minérale osseuse. Et c'est pour ça que, comme disait Yves, il faut vraiment être expert pour choisir les mots-clés appropriés. Si on dit ostéoporose cortisonique au logiciel, il va nous faire sortir que l'ostéoporose et il passera à côté de 3 quarts des articles. Et par rapport à qu'est-ce qu'on veut, par exemple, les pays africains, on a mis tous les pays, c'était bien, et on a oublié le continent. Parce qu'on s'est dit, en fait, si je fais une étude au Maroc, je vais appeler ça ostéoporose au Maroc. Mais en fait, il y a des auteurs qui publient en disant euh, cohorte africaine, sans citer le pays. Donc, c'est ces subtilités-là qui relèvent plus des sciences humaines que de sciences, on va dire, médicales, qui font que dans la rédaction de l'équation, dans le raisonnement autour de sélection, il faut avoir ces subtilités-là. Et je suis tout à fait d'accord avec Yves pour dire qu'on a des outils qui sont mis à disposition et qui seront mis à disposition de plus en plus, informatique, intelligence artificielle, etc. Mais derrière, il y a un humain qui réfléchit et qui raisonne. Donc c'est toujours, ça nous aide et c'est bien et on en a besoin et ça va nous faciliter les choses. Mais nous, on est derrière pour raisonner et pour essayer d'en tirer parti. Et j'aimerais juste complémenter sur ce qu'Issana vient de dire, parce qu'elle a ouvert la porte à plein de choses. Quand elle dit que c'est interdisciplinaire, ben, ça veut dire que ça prend peut-être des gens qui sont issus de d'autres sciences. Là, je pense par exemple aux anthropologues, etc. Donc, quand vous réfléchissez à des mots-clés, ben, peut-être que d'aller chercher un anthropologue des sciences biomédicales ou des sciences cliniques, etc., ça pourrait vous aider. Donc, n'hésitez pas à aller fouiner autour de vous, dans vos facultés, dans vos universités, et puis à aller chercher de la collaboration externe à vos secteurs précis de formation. Absolument. L'interdisciplinarité est toujours très utile. C'est le mot-clé, je pense. Une question Absolument. une question un peu provocante, Issane. Vous avez, Dites-moi. vous avez mis 3 ans pour faire cette revue Oui. systématique. Je dis 3 ans. Oui, 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 c'est ça. Glucocorticoïdes. Vous avez posé la question à GPT. Lui, il va Sûr. mettre un quart de seconde.
Non, ostéoporose. il n'avait pas les données. Il m'a dit que la donnée n'existait pas. Ah bon? Il- Vous avez Là, tu as regardé. oui, bien sûr. Oui, oui, il donne des données globales, mais il ne fait pas de revue systématique. J'entends bien. Non, 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 mais c'est pas pour encore, on savoir va dire. quelle était sa conclusion. Non. Et en fait, il dit qu'il faut faire des études de terrain, qu'on a peu de données disponibles, parce que quand il cherche ses ressources un peu partout, et Ouais, donc, puis en fait, voilà. sur l'ostéoporose, parce que j'ai jamais travaillé sur ça, mais j'ai des collègues qui ont travaillé en ostéoporose en biomédical. Et quand tu fais de la recherche de littérature, puis spécifiquement avec le mot ostéoporose, tu tombes sur toute la littérature qui explique la débalance entre croissance et fragilité osseuse. Exact, exact. En Absolument. plus, donc ça rentre dans les 4000 articles probablement qu'au départ, Absolument, vous avez absolument. Et c'est sorti puis valable. que vous avez Oui, 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 tout éliminés. à fait. Absolument. Non, mais c'est pas une question euh, un petit peu tordue que je pose parce que beaucoup aujourd'hui se diront oh, ben, les glucocorticoïdes, doit donner de l'ostéoporose. Je vais aller voir sur GPT ce qu'ils disent. Bon, j'ai pas regardé, mais la réponse que tu fais est Mhm. tout à fait crédible. Ah ben, il n'y a pas de données, on ne sait pas, ça peut donner ci, ça peut donner ça. Autrement dit, ce sont des mots mis bout à bout à partir de résumés Exact. du texte Pas un qu'on nous donne, chatbox. mais ça n'a rien à voir avec une revue systématique, et c'est pas Non, ça non, qui clairement. avance le sujet. Exactement. Il y a une question dans la Clairement. liste avant que vous partiez, Isan. Euh, Allez-y. Est-ce que vous pourriez succinctement, en quelques mots, résumer les principales difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez décidé de faire cette revue systématique-là? Si vous sortiez des mots-clés de difficulté, ça serait quoi? Ça, c'est la Alors question, déjà, probablement. j'ai choisi de la faire avec la Ligue africaine de rhumatologie. Donc, on a proposé sur un groupe WhatsApp avec des personnes que je ne connaissais pas. Et je Mhm. leur ai proposé le sujet et on a travaillé ensemble à distance pendant le Covid en anglais. Entre nous, on se connaissait pas. Donc, pour moi, ça, c'était la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est de se mettre d'accord sur la question de recherche. Et de ne pas oublier, on a perdu du temps en termes d'Afrique, sur le terme africain. Après la sélection et l'extraction des données, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Ça prend du temps, mais c'est pas compliqué. Ça prend du temps et de l'énergie, mais en termes de réflexion, la question de recherche, elle vient après. L'analyse des risques de biais, elle est simple. Si on suit la grille, elle est simple. La rédaction n'est pas compliquée. Parce que à partir de Prisma, si on suit mot à mot ce qu'on nous demande, on a écrit notre article à la fin. Il suffit de répondre aux différents items. Elle existe en anglais, donc on suit, on répond, et ça nous donne une structure et une validité. Donc je préfère dire ce qui facilite et non pas ce qui complique la revue. Donc Prisma facilite, la collaboration aussi, même s'il y a ça peut être compliqué au début quand on se connaît pas. Et il faut être persévérant parce qu'après, on est fatigué. Il faut avoir l'envie. Il faut que la question ait du sens pour être le moteur de cette recherche, surtout si c'est une recherche qui n'est pas subventionnée comme c'était mon cas. Et donc, elle n'a de sens que parce qu'on veut répondre à une question clinique. Donc, on y met du temps, de l'énergie, de l'huile de coude, comme on dit. Mais à la fin, quand la publication sort, on est très fiers d'avoir une publication africaine sur une thématique qui nous intéresse, qui a mis en exergue le fait qu'on n'avait pas d'études. On peut dire, alors certains m'ont dit oui, mais on sait qu'on n'a pas suffisamment d'études. Oui, mais c'est pas établi. Il faut qu'il y ait des Peut-être que faits pour qu'à plus. Merci beaucoup, Issa Namouchi, de ce superbe exposé et du talent que vous avez mis à disposition de tous. Euh, Avec plaisir et à très bientôt. À très bientôt.